Le jour où tante Eleanor est décédée, j'avais les mains enfouies dans la terre du jardin, en train de planter les roses anciennes qu'elle m'avait offertes pour mon anniversaire. Mon téléphone vibra 3 fois avant que je n'enlève enfin mes gants pour répondre. Mademoiselle Blackwood? Une voix formelle que je ne reconnaissais pas s'adressa à moi. Je suis James Morton, l'avocat de votre tante Eleanor. J'ai une nouvelle difficile à vous annoncer. Mon cœur s'arrêta. Les roses devinrent soudainement lourdes entre mes mains, le dernier cadeau d'Eleanor pour moi. Que s'est-il passé? Votre tante est décédée dans son sommeil la nuit dernière. Il hésita. Elle m'a donné des instructions précises pour vous contacter en premier, avant tout autre membre de la famille. Je tombai à genoux dans la terre, à peine capable d'assimiler ces paroles. Tante Eleanor, la femme qui m'avait appris à lire, qui me glissait des cookies aux pépites de chocolat lors des réunions de famille ennuyeuses, qui avait soutenu chacun de mes rêves, n'était plus. Mademoiselle Blackwood, êtes-vous toujours là? Oui, réussis-je à articuler. Je suis là. Qu'est-ce que je dois faire? Votre tante a laissé des instructions précises concernant ses funérailles. Un silence, elle vous a écrit une lettre qui doit être ouverte avant la cérémonie. Pourriez-vous venir à mon bureau aujourd'hui? Je baissai les yeux vers les roses de la variété Queen Elizabeth, les préférées d'Eleanor. Elle me les avait offertes seulement 2 semaines auparavant, ses yeux pétillants de malice, comme toujours. Ces roses sont dans ma famille depuis des générations, avait-elle dit. Comme les secrets. À l'époque, j'avais pensé que c'était juste une autre de ces remarques énigmatiques. Maintenant, j'en doutais. Je serai là dans 1 heure, dis-je à l'avocat. Le bureau de James Morton était exactement ce qu'on pouvait attendre de quelqu'un qui gérait les affaires des vieilles fortunes, boiseries sombres, livres reliés en cuir et une vue sur la ville qui devait valoir plus cher que mon salaire annuel. Il se leva à mon entrée, m'offrant un sourire compatissant. Mademoiselle Blackwood, merci d'être venue si rapidement. Je vous en prie, asseyez-vous. Je pris place dans l'un des fauteuils en cuir luxueux, essayant de ne pas me tortiller. Maître Morton, de quoi s'agit-il? Pourquoi tante Eleanor voulait-elle que vous me contactiez en premier? Il ouvrit un tiroir de son bureau et en sortit 2 enveloppes. L'une était épaisse et officielle, avec l'entête du cabinet d'avocat. L'autre était plus petite, de couleur crème, et mon nom y était inscrit de la main élégante d'Eleanor. Votre tante était une femme singulière, dit Morton avec précaution. Brillante en affaires, mais aussi très méticuleuse sur la manière dont les choses devaient être faites. Elle a laissé des instructions très précises concernant son testament et l'organisation de ses funérailles. Cela ressemble bien à Eleanor, murmurai-je. Il fit glisser l'enveloppe crème sur le bureau. Elle voulait que vous lisiez ceci en privé. Ensuite, nous pourrons discuter du reste. Mes mains tremblaient légèrement tandis que je prenais l'enveloppe. Le parfum distinctif d'Eleanor, rose et vanille, s'accrochait encore au papier. Je l'ouvris avec précaution, en sortant une simple feuille de son papier à lettres personnelles. Ma très chère Olivia. Si tu lis ceci, cela signifie que mon temps est enfin écoulé. Ne sois pas triste, j'ai vécu exactement la vie que je voulais, ce qui est plus que ce que la plupart des gens peuvent dire. Mais j'ai une dernière faveur à te demander, ma chère nièce. À mon enterrement, tu devras lire une lettre qui changera notre famille à jamais. Tu la trouveras dans le compartiment secret de mon coffret à bijoux, celui que je t'ai appris à ouvrir quand tu avais 12 ans. Et souviens-toi du truc avec la gravure de la rose. Certaines personnes pourraient appeler cela une vengeance, mais je préfère penser que c'est de la justice tardive, peut-être, mais de la justice tout de même. La vérité, c'est que je t'ai tout légué au Montgomery Industries, mes biens personnels, tout. Mais il y a une condition. Tu dois lire cette lettre à mon enterrement, en présence de toute la famille. Pas d'exception. Je sais que c'est beaucoup te demander, surtout maintenant. Mais tu as toujours été la plus forte, Olivia, la plus honnête. C'est pour cela que cela doit être toi. Avec tout mon amour. Tante Eleanor. PS, ne les laisse pas m'enterrer avec un vêtement beige. Tu sais ce que je pense du beige. Je lus la lettre 2 fois, puis levai les yeux vers Morton. Elle m'a tout laissé? Il hocha la tête et ouvrit l'enveloppe officielle. Montgomery Industries. Son patrimoine personnel. Ses portefeuilles d'investissement. Environ 89 millions de dollars d'actifs au total. Mais comme elle l'a mentionné, tout cela est conditionné à l'exécution de sa dernière volonté. Ma tête tourna. Eleanor avait toujours été généreuse avec moi, mais ça dépassait tout ce que j'aurais pu imaginer. Et le reste de la famille? Mon père? Mes cousins?
Il y a quelques legs mineurs, mais la majeure partie de la succession vous revient à condition, bien sûr, que vous acceptiez ces termes. Je pensais à mon père, qui avait toujours jalousé la réussite de sa sœur cadette. À mes cousins, qui avaient passé des années à lui faire la cour, espérant hériter de sa fortune. À toutes ces réunions de famille où Eleanor s'asseyait tranquillement, observant chacun de ses yeux perçants comme si elle attendait quelque chose. « Quand ont lieu les funérailles ?» demandai-je. « Dans 3 jours. » Votre tante a été très précise quant aux arrangements. La cérémonie aura lieu à la cathédrale Saint-Michel, suivie d'une réception dans son domaine. Toute la famille est censée être présente. Je me levai, serrant la lettre d'Eleanor dans ma main. Alors je devrais y aller. J'ai un coffret à bijoux à retrouver. Morton m'interpella alors que j'atteignais la porte. Mademoiselle Blackwood, une dernière chose. Votre tante m'a demandé de vous dire. Elle a dit, tu sauras quoi faire de la vérité. Le trajet jusqu'au domaine d'Eleanor dura 40 minutes, mais il me parut interminable. Mon esprit était en ébullition. Que contenait cette deuxième lettre? Quel secret était si important qu'Eleanor en ait fait une condition de son testament? Les grilles s'ouvrirent automatiquement à mon approche. Eleanor m'avait donné le code d'accès il y a des années, disant qu'elle me faisait plus confiance qu'à son système de sécurité. La maison était exactement comme dans mes souvenirs, un vaste manoir victorien entouré de jardins impeccablement entretenus, où grimpaient les rosiers qu'Eleanor chérissait tant. Mrs. Peters, la gouvernante, m'attendait à la porte. Ses yeux étaient rouges d'avoir pleuré. « Oh, mademoiselle Olivia, je suis si heureuse que vous soyez là. Elle a laissé des instructions pour que vous ayez un accès complet à ses appartements. » Merci, Mrs. Peters. Je n'en ai pas pour longtemps. La chambre d'Eleanor se trouvait au 2e étage, donnant sur son précieux jardin de roses. Comme tout ce qui concernait ma tante, elle était élégante mais pleine de touches fantaisistes cachées. Des rideaux en soie aux motifs éclatants. De l'art moderne côtoyant des portraits de famille. Et partout, des rappels de son amour pour les roses. Le coffret à bijoux était posé sur sa coiffeuse, exactement à sa place habituelle, un magnifique bois de rose brésilien, sculpté de motifs floraux complexes. Je passai mes doigts le long du bord jusqu'à ce que je le trouve, la petite rose gravée qui dissimulait le mécanisme ouvrant le compartiment secret. 3e pétale en partant de la gauche, murmurai-je, me souvenant des instructions d'Eleanor toutes ces années auparavant. Un déclic discret se fit entendre, et un panneau au fond du coffret glissa lentement. À l'intérieur se trouvait une autre enveloppe, scellée à la cire et portant l'inscription « À lire lors de mes funérailles ». Ma main trembla alors que je la ramassai. Elle était plus lourde que je ne l'avais imaginé, et je pouvais sentir ce qui ressemblait à des photographies à l'intérieur. L'espace d'un instant, je fus tenté de l'ouvrir sur le champ. Mais je connaissais Eleanor. Tout ce qu'elle faisait avait un but. Si elle voulait que cette lettre soit dévoilée à son enterrement, devant toute la famille, c'est qu'elle avait une raison. Je glissai l'enveloppe dans mon sac et jetai un dernier regard autour de la pièce. Sur la table de chevet, il y avait un cadre que je n'avais jamais vu auparavant, Eleanor jeune femme, debout devant le premier bureau de Montgomery Industries. Elle affichait ce sourire énigmatique qui m'avait toujours donné l'impression qu'elle voyait clair à travers les faux-semblants des gens. « Qu'est-ce que tu savais, tante Eleanor ?» murmurai-je à la photographie. Quel secret valait la peine d'être gardé toute une vie? Les 3 jours suivants passèrent dans un tourbillon d'arrangements funéraires et de tensions familiales. Mon père m'appela 6 fois, oscillant entre une inquiétude feinte quant à mon rôle dans les préparatifs et une anxiété à peine dissimulée au sujet du testament. Mes cousins envoyèrent une avalanche de messages, chacun plus transparent dans son opportunisme que le précédent. À travers tout cela, je gardais l'enveloppe d'Eleanor près de moi. Chaque soir, je la sortais et la regardais, me demandant quelle révélation elle contenait, quelle vérité était si importante qu'Eleanor ait mis tout son héritage en jeu pour la dévoiler. Le matin des funérailles se leva clair et lumineux. Je m'habillai avec soin, enfilant un costume bleu foncé, la couleur préférée d'Eleanor, et épinglai une de ses précieuses roses à ma boutonnière. L'enveloppe semblait peser 1 tonne dans mon sac, comme si elle était alourdie par bien plus que du simple papier et des photographies. La cathédrale Saint-Michel était bondée à mon arrivée. Les Montgomery faisaient partie de la vieille aristocratie, et Eleanor avait été une figure influente, aussi bien dans le monde des affaires que dans celui de la philanthropie. Les bancs étaient remplis d'une foule mêlant membres de la famille, associés et figures publiques de la ville. Mon père m'intercepta dès que j'entrai, le visage crispé par l'angoisse. « Olivia, il faut qu'on parle du testament. Morton refuse de nous dire quoi que ce soit, il dit qu'on doit attendre la fin de la cérémonie. Qu'est-ce qui se passe ?» Je soutins son regard sans ciller.
Nous allons tous le découvrir ensemble, papa. C'est ce que voulait tante Eleanor. Il agrippa mon bras alors que j'essayais de passer. Olivia, si tu sais quelque chose. Lâche-moi, papa, dis-je doucement mais fermement. C'est l'enterrement d'Eleanor. Montre un peu de respect. La cérémonie fut magnifique exactement comme Eleanor l'aurait voulu. Aucun beige en vue. Les fleurs étaient toutes des roses, dans des rouges profonds et des roses éclatants, ses couleurs préférées. Le prêtre parla de sa générosité, de son intelligence, de son engagement à rendre le monde meilleur. Puis vint le moment. Morton croisa mon regard depuis le premier rang et me fit un léger signe de tête. Mes mains tremblaient légèrement alors que je m'avançais vers le pupitre, l'enveloppe d'Eleanor serrée dans mes doigts. La cathédrale tomba dans un silence absolu lorsque je me tournai vers l'assemblée. Mon père était assis au premier rang, son visage marqué par une angoisse à peine contenue. À côté de lui, mes cousins, John et Rebecca, se penchaient légèrement en avant comme des vautours attendant leur prochain repas. Je pris une profonde inspiration, laissant le parfum des roses emplir mes poumons. À cet instant, je pouvais presque sentir la présence d'Eleanor à mes côtés, me donnant la force d'avancer. Avant de mourir, commençai-je, ma voix étonnamment stable malgré mon cœur battant à tout rompre, ma tante Eleanor m'a laissé une lettre avec des instructions précises. Elle voulait qu'elle soit lue ici aujourd'hui, devant tous ceux qui l'ont connue. Je brisai lentement le seau de cire, consciente des centaines de regards braqués sur moi. À l'intérieur, il y avait plusieurs feuilles de papier et, comme je l'avais supposé, des photographies. Alors que je les sortais, j'entendis mon père émettre un bruit étranglé depuis le premier rang. La première photographie montrait une jeune Eleanor, debout aux côtés d'un homme que je ne reconnaissais pas. Ils souriaient tous les deux, tenant ce qui ressemblait à des plans. La deuxième photo montrait le même homme sur ce qui semblait être un chantier de construction, avec les fondations naissantes de ce que je reconnus comme le premier bâtiment de Montgomery Industries. Je dépliai la lettre et commençai à lire. Mon nom était Eleanor Montgomery, et voici la vérité sur la fondation de Montgomery Industries. Un murmure parcourut l'assemblée. Au premier rang, le visage de mon père avait perdu toute couleur. L'homme sur ces photos s'appelle Harold Bennett, continuai-je. Un brillant ingénieur et mon partenaire en affaires. En 1975, il était aussi le véritable fondateur de ce qui allait devenir Montgomery Industries. Un frisson d'étonnement parcourut la foule. Je sortis une autre photographie, cette fois, on y voyait Eleanor et Harold se serrant la main au-dessus d'un contrat. Nous étions partenaires à parts égales, partageant tout à 50-50e. Les brevets, l'entreprise, les profits, tout cela nous appartenait à tous les deux. Jusqu'à la nuit du 15 octobre 1976, lorsqu'Harold est mort dans ce qui a été rapporté comme un accident de voiture. Mon père commença à se lever, mais mon oncle James l'attrapa par le bras et le força à se rasseoir. Je continuai à lire. Mais ce n'était pas un accident. Les conduites de frein de la voiture d'Harold avaient été sectionnées. Je ne l'ai découvert que trop tard après que la police ait déjà classé l'affaire. J'ai aussi découvert autre chose. Des documents avaient été déposés quelques heures seulement avant la mort d'Harold, transférant la totalité de sa part de l'entreprise au Montgomery Family Trust. Des documents portant sa signature. Je levai les yeux et croisai le regard de mon père. Une signature que je sais maintenant être un faux. Falsifiée par son associé de l'époque. Mon propre frère Richard Montgomery. La cathédrale explosa en murmures et exclamations choquées. Mon père se leva, le visage déformé par la colère. Arrête ça immédiatement, cria-t-il. C'est de la diffamation? Et non, papa, dis-je calmement. C'est la vérité. Tante Helena avait laissé des preuves. Je brandis une pile de documents sortis de l'enveloppe. Le contrat original entre Helena et Harold. L'analyse médico-légale des documents falsifiés. Les rapports de police qui avaient été enterrés. Les transferts bancaires. Elle avait tout conservé. Pourquoi? La question venait de mon cousin John, qui regardait son oncle, mon père, avec une horreur naissante. Pourquoi révéler cela maintenant? Je repris la lettre d'Helena. Je révèle cela maintenant parce que j'ai passé 45 ans à bâtir cette entreprise en quelque chose dont Harold aurait été fier. J'ai utilisé notre succès pour financer la recherche, soutenir le développement durable, créer des opportunités pour des esprits brillants comme le sien. Mais j'ai aussi passé 45 ans à regarder mon frère profiter de son crime. À le voir élever ses enfants en leur faisant croire que le privilège et le pouvoir les plaçaient au-dessus des lois. Mon père s'était affaissé sur son banc, toute trace de combativité envolée. Je continuai ma lecture. La vérité, c'est que j'aurais dû parler il y a des années.
Mais au moment où j'avais rassemblé toutes les preuves, l'entreprise employait des milliers de personnes. Rendre l'affaire publique n'aurait pas seulement détruit Richard, mais aussi d'innombrables familles innocentes qui dépendaient de Montgomery Industries pour leur subsistance. Alors, j'ai fait un autre choix. J'ai décidé d'attendre. De construire. De m'assurer que lorsque la vérité éclaterait enfin, l'entreprise pourrait y survivre. Je sortis un dernier document de l'enveloppe, une lettre jaunie adressée au seul parent survivant d'Harold Bennett. Sa fille, Sarah. Ce qui m'amène à ma dernière confession. Au fil des ans, j'ai suivi la fille d'Harold. J'ai financé anonymement son éducation, sa recherche, son travail en ingénierie durable. Je l'ai vue grandir et devenir une scientifique brillante et intègre, à l'image de son père. Sarah Bennett dirige aujourd'hui l'une des entreprises de technologie verte les plus innovantes du pays, bien qu'elle n'ait jamais su qui la soutenait. Des murmures parcoururent la cathédrale lorsqu'une femme se leva au milieu des bancs. Elle avait à peu près mon âge, avec les yeux sombres et l'expression déterminée d'Harold. Elena avait tout prévu, même s'assurer que Sarah Bennett soit présente pour ce moment. La seconde partie de mon testament, poursuivis-je d'une voix plus forte, attribue 30% de Montgomery Industries à Sarah Bennett, en restitution partielle de ce qui a été volé à son père. L'action majoritaire revient à ma nièce, Olivia, le seul membre de la famille Montgomery qui a démontré le même engagement envers l'éthique et l'innovation qu'Harold et moi partagions autrefois. Je levai les yeux vers les visages abasourdis devant moi. La lettre était signée. Elena Montgomery. Cofondatrice de Montgomery Industries. Et gardienne de sa plus grande honte. Le silence qui suivit fut assourdissant. Puis, lentement, Sarah Bennett avança vers le devant de la cathédrale. Elle s'arrêta devant mon père, qui semblait avoir vieilli de plusieurs décennies en quelques minutes. Pendant toutes ces années, dit Sarah d'une voix tremblante, je pensais que mon père était un échec, qu'il avait abandonné son travail. Je n'ai jamais su. Jamais imaginé. Madame Bennett, dis-je en descendant du podium, je suis tellement désolée pour ce qui vous a été pris. Elle se tourna vers moi, les larmes aux yeux. Merci d'avoir eu le courage de lire cette lettre. Votre tante, elle veillait sur moi toute ma vie, n'est-ce pas? Elle essayait de réparer les choses, répondis-je doucement, à sa manière. Les heures suivantes passèrent dans un brouillard. La réception fut, sans surprise, tendue, les membres de la famille se divisant en factions, ceux qui exigeaient que la lettre soit enterrée, ceux qui insistaient pour aller voir la police, et ceux qui restaient simplement assis en silence, sous le choc. Mon père disparut immédiatement après la cérémonie. Je n'eus plus de nouvelles de lui pendant des semaines jusqu'à ce qu'il s'enregistre dans un centre de réhabilitation, affrontant enfin la culpabilité qu'il portait depuis 45 ans. Dans les mois qui suivirent, la vérité sur la fondation de Montgomery Industries devint publique. Mais Elena avait vu juste. L'entreprise était assez solide pour survivre. Avec l'expertise technique de Sarah Bennett et mon engagement envers la vision d'Elena, nous avons entamé un nouveau chapitre de l'histoire de l'entreprise. Un an après les funérailles, je me tenais dans le jardin de rose d'Elena, désormais plus éclatant que jamais. Sarah m'avait rejointe pour ce qui était devenu notre réunion hebdomadaire, où nous discutions de tout, de la stratégie de l'entreprise à notre passion commune pour l'innovation durable. Et tu sais ce qui est étrange, dit Sarah en effleurant délicatement l'une des précieuses roses Queen Elizabeth d'Elena. J'ai toujours eu l'impression que quelqu'un veillait sur moi, guidant ma carrière de loin. Je pensais que c'était l'esprit de mon père. Maintenant, je sais que c'était Elena. Elle essayait de protéger tout le monde, dis-je. L'entreprise, ses employés, toi, même mon père, d'une certaine façon. Elle ne pouvait tout simplement pas laisser la vérité mourir avec elle. Sarah hocha la tête pensivement. Tu penses qu'elle a fait le bon choix d'attendre toutes ces années? Je réfléchis un instant avant de répondre. Je pense qu'elle a fait du mieux qu'elle pouvait avec une situation impossible. Elle a transformé une entreprise fondée sur la fraude en une force pour le bien. Elle s'est assurée que tu sois protégé. Et, au final, elle a fait en sorte que la vérité éclate à ses propres conditions. Et toi, demanda Sarah. Regrettes-tu d'avoir été celle qui a dû tout révéler? Je regardais le jardin de roses, me rappelant le sourire énigmatique d'Eleanor, ses commentaires cryptiques, sa force tranquille. Non, dis-je finalement. Et Eleanor m'a choisi parce qu'elle savait que je pouvais le supporter. Elle savait que je comprendrais que parfois, faire ce qui est juste signifie affronter des vérités inconfortables. Elle serait fière de ce que nous avons construit, dit Sarah en désignant le bâtiment de Montgomery Industries visible au loin. Un véritable partenariat. Comme elle et mon père l'avaient imaginé. Je souris,
effleurant l'une des roses qu'Éléanore m'avait offertes, désormais en pleine floraison dans son jardin. Elle m'a dit un jour que ces roses étaient dans sa famille depuis des générations, tout comme les secrets. Mais peut-être est-il temps d'instaurer de nouvelles traditions. La vérité au lieu des secrets. Le partenariat au lieu du pouvoir. Construire ensemble au lieu de prendre aux autres. Sarah serra doucement ma main. Je pense que nos pères auraient aimé cela. Ce soir-là, alors que j'étais assise dans le bureau d'Éléanore, désormais mon bureau, à parcourir les rapports de l'entreprise, je trouvai un petit mot glissé dans son vieux calendrier de bureau. Il était daté du jour de sa mort, écrit de sa main élégante. Ma très chère Olivia. Si tu lis ceci, c'est que tu as fait ce que je t'ai demandé. Tu as affronté la vérité et tu l'as portée avec grâce. C'est pour cela que je t'ai choisi non seulement pour hériter de l'entreprise, mais pour l'améliorer. Pour en faire ce qu'Harold et moi avions rêvé qu'elle puisse devenir. Les roses du jardin refleuriront au printemps prochain. Quand elles le feront, souviens-toi que la beauté peut éclore même dans le sol le plus sombre si nous avons le courage d'y planter quelque chose. Avec tout mon amour. Éléanore. Je déposai soigneusement la note dans mon tiroir et regardai par la fenêtre le jardin, où le soleil couchant peignait les roses de teinte dorée. Éléanore m'avait laissé bien plus qu'une entreprise. Elle m'avait laissé une chance de réparer une ancienne injustice. De bâtir quelque chose de significatif. De prouver qu'il n'est jamais trop tard pour que la vérité fleurisse. Demain, il y aurait des réunions, des décisions et toutes les responsabilités qui accompagnaient la gestion d'une entreprise multimillionnaire. Mais pour l'instant, j'étais assise dans le silence du bureau d'Éléanore, entourée du parfum des roses, sachant que parfois, les héritages les plus lourds ne se mesurent pas en argent, mais au poids des vérités que nous choisissons de porter. Et comme Éléanore, je porterai cette vérité avec grâce. Non pas pour détruire, mais pour construire. Non pas pour punir, mais pour guérir. Créer quelque chose de beau à partir du terreau du passé. Après tout, c'est ce qu'Éléanore avait fait. C'est ce qu'elle m'avait appris à faire. Et quelque part, je le savais, elle veillait sur moi. Avec ce sourire énigmatique qui lui était propre. Fière que son dernier secret ait enfin vu la lumière.